l'initiative Manners de s'assurer que les informations de routage sur les réseaux, qu'elles soient disponibles publiquement. Donc, les raisons, on l'a dit ici, ça permet aux pairs de faire des vérifications. Et ces informations-là sont connues comme étant les politiques de routage réseau. Donc, ils sont documentés en suivant l'usage d'un langage de programmation, donc d'un langage spécifique qui est le RPSL. Donc, et c'est ce langage-là, l'usage de ce langage sur les ressources de routage qui permet donc d'alimenter les bases IRR qu'on a vues. Par la suite, lorsqu'on va avancer dans le module de, je pense, de la semaine prochaine, on va voir une plus grande application donc de comment la validation globale fonctionne. Ici, on était déjà venu sur comment fonctionne le RPKI, les éléments essentiels, c'est ça que je vous parlais. Maintenant, ces éléments-là, c'est ce que vous allez chercher lorsque vous avez des erreurs de routage qui viennent. Ici, ce que j'essayais d'expliquer, c'était le fait que on a ici des routes, donc des routes objets, donc des ROA qui ont été créées et qui sont associés à des ASN. Et ces ASN-là, les préfixes sont indiqués là, donc c'est les adresses IP, les blocs, selon la taille des réseaux. Et puis, pendant la création, ils essaient on impose donc la taille qui peut être vue. Et puis, ce qui permet que pendant la vérification, lorsque le contrôle ne respecte pas ce qui est censé être là, ça permet donc de faire des rejets. Donc, lorsque vous créez des ROA, vous devez faire attention, donc porter une attention spéciale aux tailles spécifiques que vous autorisez. Donc, ça vous permettra, ça dépend aussi de l'organisation de votre réseau. Mais de façon générale, il faut savoir, par exemple, que en dessous du /24, vous ne pouvez pas faire router en dessous du /24 sur Internet. Donc, en dessous du /24, si vous faites un /26, vous n'allez pas le router directement, mais vous allez router le /24 et le 26 peut-être va se retrouver dedans, dépendant de l'organisation de votre réseau ou de vos politiques de routage en interne avec vos clients. Ensuite, pourquoi nous faisons ça? C'est parce que cela indique que pendant le routage, donc c'est l'adresse, c'est la taille le plus spécifique qui va être autorisée à être annoncée. Donc, sinon, vous, par exemple, je vous donne un exemple que certains ont déjà vécu. Vous avez, par exemple, des /24 sur lesquels vous avez créé des routes objets alors que vous avez peut-être un /18 ou un /16. Ce qui se passe, si vous n'avez pas ce type de mécanisme activé, quelqu'un peut ailleurs activer votre /16 ou votre /18 et dépendant de ça, et puis commencer à faire des annonces. Donc, vous allez vous trouver avec un peu de difficulté avec votre trafic. Ça, c'est des choses qui arrivent souvent parce que vous avez des compagnies bien bâties, même dans la région Afrique, ou Afrique, Asie ou ailleurs, hein, des compagnies qui scrutent le réseau pour s'assurer des adresses dormantes de certaines organisations. Parce qu'on a des pays ou des entreprises qui ont payé des adresses IP des ASN à Afrique, qui payent les contributions chaque année, mais qui ne font pas de routage. Ils les ont gardées et puis ils font du NAT avec leur ASP. Et il y a des organisations qui retrouvent ces adresses-là et qui essaient de les router et puis de se faire de l'argent là-dessus. Donc ici, vous avez donc, je pense,
un exemple d'adresses qui sont routées. Donc ici, on vous dit de regarder les ROA storés dans le RPKI et puis de dire lesquels sont valides selon ce qui avait été fait pour l'ASN 57 776. Si vous regardez ici l'ASN 57 776, donc il avait dit qu'il autorisait des /24 en spécifique. Il avait dit qu'il autorisait pour le IPv6, il avait un /21 ici, un /32. Lorsque vous regardez ici, donc le 37.77.56.0/21, il existe. Celui-là aussi, il avait proposé, mais quand vous regardez le 185.57.92.0/22, donc ici, il n'avait pas été annoncé par cet ASN-là. Donc, ça veut dire que vous allez choisir ces deux-là et normalement, en soumettant, ces options sont valides et acceptées comme annoncement de l'ASN 57 776. Ce que je disais au début, aujourd'hui, lorsque vous faites des annonces et que vous n'appliquez pas le RPKI, vos routes sont annoncées, mais vous verrez, lorsque vous interrogez certains Looking Glass, c'est un autre type d'outil pour pouvoir vérifier le routage. Je vais vous les présenter d'ici là. Vous verrez que vos routes peuvent être annoncées comme étant des routes non valides parce que pas vérifiées. Mais ça ne veut pas dire que votre routage ne marchera pas. Jusqu'à la date où on va peut-être convenir ensemble que tous les réseaux devraient avoir le RPKI déployé. L'autre base, c'est le PeeringDB. Donc, le PeeringDB est géré par au départ, il y a un des acteurs, c'est comme une initiative qui était au départ simple, faite par quelques personnes, donc c'est une ressource ouverte qui permet aux opérateurs de partager les informations de peering, donc les ASN, les adresses, les préfixes, les informations de qui contacter. Est-ce que vous êtes présent dans un point d'échange? Est-ce qu'il y a des lieux de peering, des espaces de peering dans d'autres pays où vous êtes présent? Donc, vous pouvez dire partout où vous êtes présent. Ça permet donc c'est comme votre carte d'identité de peering. Et puis, des personnes qu'il faut contacter lorsqu'on a besoin d'échanger avec vous. En mettant à jour donc PeeringDB, ça vous permet donc d'avoir en un seul point toutes les informations qui donnent votre localisation, votre politique de routage, vos préfixes, les lieux où vous pirez. Donc, ça fait que lorsqu'un partenaire a besoin de savoir, je vais aller, je ne sais pas, au Cameroun, je veux voir si je peux faire du remote peering avec des gens au Cameroun. Donc, je vais aller vérifier là-bas. Et si vous n'êtes pas présent, pour certaines entreprises, ça voudrait dire que vous n'êtes pas sérieux entre griffes ou qu'il y a encore des choses à faire. Donc, PeeringDB, depuis quelque temps, il faut le dire, est la référence. Donc, au-delà donc de la localisation, donc il y a vos routes objets qui sont il est utilisé comme élément complémentaire pour enregistrer les RIA et puis comme base de RPKI. Et ce que nous disons, plus vous allez publier sur PeeringDB, ça vous permet ça permet à votre entreprise d'être connue par d'autres réseaux et ça leur permet de vous contacter. Et c'est le point aujourd'hui pour quelqu'un qui veut faire du peering, c'est là où on va regarder. On ne va pas chercher à vous contacter, on va aller regarder qu'est-ce que vous dites là-bas et ce que vous dites là-bas va être la référence.
Ici, c'est l'interface de PeeringDB, mais comme je vous disais, donc là, c'est Google. Donc, vous avez les ASN qui sont enregistrés. Et vous allez avoir donc plein d'informations, quels sont les points d'échange où Google est présent, Amsterdam, Londres, peut-être au Nigeria, en Afrique du Sud. Et puis, pour vous qui voulez pirer ou qui voulez établir des relations avec des opérateurs de transit, vous pouvez être intéressé, si vous êtes en Côte d'Ivoire, de pirer avec quelqu'un qui est au Nigeria parce que vous savez qu'en pirant là-bas, vous allez rencontrer Google, Akamai, et Netflix et beaucoup d'opérateurs et que ça peut permettre d'améliorer votre réseau. Donc, vous venez prendre les infos ici et vous traitez. Je vais revenir sur la page en ligne de PeeringDB. On pourra faire quelques manipulations ici. Là, c'est des éléments. À mon avis, c'est plus la pratique qui est plus intéressante. Comprendre les concepts généraux, c'est, à mon avis, le premier point. Mais le plus intéressant, c'est d'arriver à prendre l'habitude de les appliquer au jour le jour. J'ai une question là. Oui, tu peux poser ton question dans le chat ou le dire là, je termine ça. On ne va pas faire les questions, je vais venir sur l'application et on reviendra, on prendra les questions à un autre. Donc, oui. Pour ceux qui ont les questions, soit vous les mettez dans le chat pendant que je pars sur la page de PeeringDB. Qui avait une question? Moi j'ai une question que je suis déjà en train d'écrire. Ok, vas-y. Oui, ma question était de savoir, pour les sociétés, les opérateurs qui n'ont pas introduit leurs informations dans le PeeringDB, Oui. est-ce qu'il y a une autre ressource qu'ils ont utilisée pour introduire les informations afin de les contacter? Et est-ce que quand on n'introduit pas également ces informations dans le PeeringDB, ça nous expose à un sérieux? Okay. Pour moi, aujourd'hui, je ne connais pas une base parallèle à PeeringDB. Par contre, lorsque cette entreprise a acquis les ressources chez Afrinic, ça voudrait dire que pour créer les routes objets, ils vont aller créer chez Afrinic. Et en créant chez Afrinic, les bases des autres RIR vont être mises à jour. Donc, lorsque vous allez peut-être vouloir faire du peering avec quelqu'un, et s'il veut vérifier l'authenticité, il va aller sur RadDB, il va taper votre ASN ou le préfixe que vous voulez lui annoncer pour les accepter ou pas, ou vous demandez une LOA si c'est des ressources d'un de vos clients. Mais le but de PeeringDB, c'est de faire en sorte que lorsque quelqu'un est en train de faire une veille ou une recherche sur votre entreprise pour le peering, lorsqu'il va là-bas, il va aller trouver ces informations-là. Les bonnes pratiques, c'est ça. Vous devez les publier. On n'a pas besoin de venir vous demander. Et comme je disais, si vous ne publiez pas, ça voudrait dire deux choses. Soit vous ne savez pas que c'est comme ça, les bonnes pratiques, ou alors ça voudrait dire que, voilà, il n'y a pas, peut-être, si vous le savez que vous ne le faites pas, ça voudrait dire que peut-être il y a des données que vous ne souhaiterez pas publier. Voilà. Pour moi, si vous voulez montrer que votre organisation pour le peering est correctement bâtie, vous devrez aller sur PeeringDB et renseigner. Puisque c'est des données déjà que vous utilisez si vous avez des routes objets. Donc, pour moi, c'est recommandé, mais ce n'est pas obligatoire. C'est bon? Oui, j'ai posé également une autre question encore ensuite là. Oui, laquelle tu peux... Alors, oui, la question était de savoir, est-ce que le MAN
le MANERES doit également sensibiliser les opérateurs afin qu'ils introduisent leurs données dans le peering DB parce que certainement, certains ne connaissent pas déjà l'existence du peering DB et son utilité. Oui, voilà. C'est ce qu'on a dit, je pense, la semaine dernière dans les actions. C'est-à-dire, il y a un qui avait dit, j'ai dit, il faut sensibiliser, puisque c'est une initiative, il faut sensibiliser les acteurs. Pour ceux qui peuvent les réunir, vous réunissez les acteurs impliqués dans les configurations, leur expliquer l'intérêt qu'ils peuvent avoir à adhérer à l'initiative et à mettre en place les actions. Donc, il y a tout ce qui est information globale, tout ce qui est filtrage, tout ce qui est RPKI. C'est des suggestions que vous leur faites, mais en leur faisant des suggestions, il faut aussi arriver à leur expliquer que la plus-value qu'ils peuvent trouver, ça peut être qu'ils peuvent en faire un service à valeur ajoutée pour dire que nous vous vendons Internet, mais nous vous vendons un Internet sécurisé, un Internet qui respecte les standards. Nous vous vendons Internet comme nous respectons l'initiative MANERS. C'est quelque chose de plus que nos concurrents ne font pas. Donc, pour moi, dans la sensibilisation et dans les plus-values que vous présentez, les uns et les autres peuvent adhérer. Voilà. Donc, il faut les sensibiliser. Pour ceux maintenant qui ne sont pas sur Peering DB, généralement, il y en a qui ne le savent pas. D'expérience, il y en a qui ne le savent pas. Mais le jour où vous devrez peerer avec Facebook, Google ou les grands acteurs, vous allez voir que la première des choses qu'ils vont vous dire, ils vont vous dire d'aller mettre à jour Peering DB puisque c'est devenu les bonnes pratiques que tout le monde utilise. Donc, pour moi, sensibilisation, présenter les plus-values. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher des ressources sur Peering DB. La première des choses, de mon point de vue, à faire, c'est d'encourager les acteurs à aller, comment on appelle ça, renseigner leur page, créer une page de leur entreprise sur Peering DB et pour qu'on puisse voir qu'ils suivent les bonnes pratiques. Maintenant, lorsque une entreprise vous pose des questions pour dire « Ah, est-ce que j'ai des soucis avec tel acteur ?» Vous partez sur Peering DB, vous tapez le nom de l'acteur et vous collectez les informations. Vous lui dites « Si vous avez des soucis avec Vodafone, voilà à qui écrire chez Vodafone. Et comment écrire chez Vodafone. Si vous avez des soucis avec Mainone, voilà comment faire. Si vous avez des soucis avec Camtel, avec voilà, Orange Côte d'Ivoire, ou voilà comment il faut faire et ça permet aux autres de vous connaître. Moi, je suis plus dans cette position-là. Manjo, quand tu m'envoies les questions, mieux vaut envoyer en public à tout le monde, ça permet de faire un bon enregistrement pour tout le monde. Voilà, je pense... J'ai même mis les questions sur le chat. Ok, d'accord. Donc, je pense avoir fait le tour de tes questions. Donc, pour Peering DB ici, voilà, vous pouvez, comme vous le voyez ici, l'enregistrement, elle est gratuite. Il n'y a rien à payer. Il n'y a rien à payer. Et il y a un monsieur très gentil qui vient aux réunions africaines lorsque vos enregistrements sont mal faits. Ils vont... je vais voir si Camix est là. Voilà. Ici, Camix est là. Ça veut dire que si je veux me connecter à Camix, je sais où ils sont et je sais qu'ils pirent en IPv4, IPv6. Et quand on veut pirer ou avoir des demandes de business, voilà les adresses. La localisation, on donne le site web et on donne les blocs. C'est déjà intéressant. Alors, on peut dire MTN. Je donne les noms au pif comme ça. Hein. Vous voyez ici que MTN, il y a le réseau MTN avec les ASN, il y a les organisations et les facilities, c'est comme les data centers. Donc, si vous êtes par exemple opérateur de réseau et que vous avez des data centers, donc vous pouvez les présenter, ça permet aux gens de savoir où est-ce qu'ils peuvent venir hoster des données.
Donc, si vous faites aussi Orange, donc vous voyez ici les différents réseaux de Orange avec les ASN. Donc, alors, mes amis qui sont en Côte d'Ivoire, donc Orange Côte d'Ivoire a fait des enregistrements. Ils sont présents au point d'échange de Côte d'Ivoire, ils sont présents à France X. Ça veut dire que si vous voulez, vous êtes par exemple un opérateur en France, vous voulez savoir où France X, est-ce que vous pouvez interagir avec Orange Côte d'Ivoire, vous partez à France X. Vous dites ici quel est le volume de trafic et quelles sont les politiques de routage ouvertes, et puis les contacts et pour information en cas d'abus sur votre réseau des adresses Orange Côte d'Ivoire, vous pouvez aller. Si vous avez des soucis par rapport à l'infrastructure Internet, donc il y a une épine d'exploitation, vous les contactez. Donc, c'est ce type de données que vous trouverez sur PeeringDB et encouragez les opérateurs dans vos pays à le faire. L'autre point, alors c'est RADDB. RADDB ici, je prends l'AS 37577. Donc, je vais faire 197 239. Alors, donc, je sais, supposons que quelqu'un veut interagir avec moi ici. Donc, vous voyez ici, l'ASN appartient à Orange. Et il est arrivé un moment où MTN Nigeria a essayé de les récupérer. On a écrit jusqu'à Afrinic pour pouvoir les récupérer. Donc, pour vous dire que pour la plupart de mes réseaux, vous trouverez souvent des doubles enregistrements comme ça. Et lorsqu'ils sont les premiers à enregistrer sur RADDB, qui est une version payante, souvent, ce n'est pas facile pour vous de les enlever. Donc, raison de plus que vous surveillez vos ressources. Donc, ici, RADDB, généralement, lorsque vous avez, par exemple, 144, je mets comme ça 1.40.8.6. Donc, cette adresse-là, je ne sais pas à qui ça appartient. Je vois ici, alors, là, le propriétaire. Donc, RADDB vous permet de vérifier que les routes objets sur une ressource sont créées et disponibles et que celui qui veut pirer avec vous sur ces ressources-là est le vrai honneur. Si ce n'est pas créé, le routage ne marchera pas parce qu'il peut arriver souvent, si vous êtes fournisseur d'accès, vous voulez monter un BGP avec quelqu'un, mais qui ne sait pas qu'il faut créer des routes objets. Donc, et vous lui dites, répartez à Afrinic, enregistrez et revenez. L'autre outil que j'avais voulu vous présenter, c'est le dernier né de Afrinic. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner... alors, vous pouvez faire des analyses par pays, donc par pays, et avoir des statistiques intéressantes sur comment l'Internet africain est vu ou l'Internet d'autres pays sont vus. Donc ici, vous allez voir ici que vous pouvez faire, c'est le cas d'Afrinic, mais la même base existe pour RAP-LCC, la même base existe aussi pour, par exemple, pour Apnic ou pour ARI. L'avantage de cette base-là qu'Afrinic a lancée, ça permet aussi de vérifier les réseaux qui sont aussi compliance par rapport au RPKI, qui n'étaient pas lancés, ou sur IPv6, qui sont des chantiers sur lesquels Afrinic travaille aujourd'hui à encourager les opérateurs à aller vers ces bonnes pratiques. Donc, c'était les ressources que j'avais présentées. Voilà. Donc, je crois que c'est les points que je voulais partager avec vous. Je repars sur le chat. S'il y a des questions. OK. Orioncom, c'est sur PeeringDB, je suppose. Ordem.
Donc, ici, Orioncom est en RDC. Voilà les informations qui sont enregistrées sur Orioncom. Ça permet, si je m'intéresse à Orioncom, de savoir qu'ils sont à Kinix, qu'ils sont aussi à Lubumbashi, qui est un XP qui a été lancé, je crois, l'année passée. Voilà. Donc, on voit bien qu'ils sont... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ce que je vous propose... est-ce qu'il y a d'autres questions que auxquelles je n'ai pas répondu par rapport à l'usage de PeeringDB, de qu'est-ce qu'on fait quand on va sur RadDB? C'est des outils que vous allez utiliser très régulièrement. D'accord. Voilà. Il y a un dernier point, c'est le Looking Glass, mais je vais vous le présenter dans le chat, dans le WhatsApp. Et la prochaine fois, je vais faire quelques démos sur l'usage des Looking Glass lorsque vous gérez des réseaux et comment ça peut vous aider dans le troubleshooting. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, les 7 questions, je vais revenir là-dessus la prochaine fois et commenter. Et puis, je vais aussi vous faire des explications sur les Looking Glass. Je vais vous donner des exemples de Looking Glass et vous demander un TP par rapport à un réseau de chez vous. Donc, ce qui nous permettra... OK. Antoinette, envoie-moi un email, je vais t'ajouter au chat avec ton numéro. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie. Mais je pense que, sauf avis contraire, je vais peut-être chaque fois ajouter 30 minutes au call normal pour qu'en cas de débordement, on puisse discuter. Mais je sais que pour certains, il fait tard. Voilà. Je vais peut-être... Non. Les ressources de routage, ça, vous les créez avec votre ASP et votre RIR. Mais c'est dans RadDB, ces informations, les routes objets que vous avez créées vont être visibles dans RadDB puisque les RIR ont leur base qui communique entre eux. Les routes objets, c'est là où vous allez aller créer. Vous prenez un bloc d'adresse. Vous créez, par exemple, vous prenez un bloc d'adresse, vous créez votre route objet dans la base avec les informations de routage et c'est sur la base de ces informations de routage que vous allez pouvoir établir des liaisons avec des gens et leur annoncer des routes. Maintenant, ces informations de routage-là, lorsque vous allez aller faire RPKI, on a dit tout de suite que vous pouvez fixer la taille des préfixes pour pouvoir éviter les usurpations. Voilà, je vous remercie. Je pense qu'on peut conclure officiellement. Dans le chat WhatsApp, posez-moi les autres questions qui n'ont pas été abordées et je vais répondre avec des ressources quand nécessaire. Voilà. Oui, il y a une équipe qui gère PeeringDB. Il y a une équipe qui les gère, ils ne sont pas nombreux. Voilà. Mais le modèle économique, bon, peut-être, ils ne le font pas payer, mais ils ont peut-être un modèle économique derrière. RadDB, par contre, elle est payante quand vous voulez avoir un certain nombre d'informations. Voilà, la base RadDB est payante. Mais créer les routes objets chez Afrinic, chez RapNCC, chez ARIN, ça fait partie des cotisations que vous payez en tant que membre. Okay. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous dis merci. Il est 19h, je vais essayer d'arriver à la maison avant l'heure du couvre-feu. Merci.
Merci à vous et voilà, on se retrouve dans le chat WhatsApp pour des questions qui restent.